Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Bonne année à tous, en espérant que vous aimez le chiffre 2, parce que sinon ça va être difficile pendant 365 jours. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution, et chez nous ça passe par plus de lecture et plus d'écriture. Comme le dit Florence Georgeon, notre conseillère littéraire, passez moins de temps à douter et plus de temps à écrire. Bonjour Florence, comment tu vas ? Bonjour Bastien, et bonjour à tous et bonne année. Ça va bien. Et toi ? Ouais, ça va. Je suis pas trop de bonnes résolutions dans l'ensemble, tu vois. Ah, c'est vrai ? Ouais, de début d'année. Ouais, je sais pas. Toi, tes bonnes résolutions de début d'année, toi ? Pas vraiment, parce que je pense que comme beaucoup de monde, j'en prends, puis au final je les tiens pas, donc j'ai appris à abandonner l'idée, quoi. Mais bon, cet épisode, on n'est pas là pour ça, justement. On est là pour prendre des bonnes résolutions et s'y tenir, et rien lâcher. Et faire en sorte de donner à nos auditeurs des astuces pour qu'ils puissent y arriver, justement, autour de l'écriture. Exactement. L'idée, c'est de les motiver pour qu'ils puissent écrire toute l'année sans jamais faillir. Exactement. Ok, donc qu'est-ce que vont apprendre nos auditeurs dans cet épisode ? Alors aujourd'hui, on a prévu de leur apprendre à comment devenir plus productif et terminer leur roman en 2022. Comment programmer son cerveau pour qu'il reste concentré. Des astuces données par des auteurs célèbres pour être productif et inspiré. Et on va également apprendre que la curiosité n'est peut-être pas toujours un vilain défaut. Oh, d'accord. Mystère. Ok, cool. On va s'appuyer sur plusieurs références qu'on a trouvées un peu partout des différents auteurs. Mais il y a un livre, écriture de Stephen King, c'est ça ? Je le connais pas, mais c'est ça, c'est un bouquin ça. En fait de Stephen King. D'accord. On va s'appuyer sur Deep Work de Cal Newport, qui a peut-être une traduction française, je pense pas. Je pense qu'il s'appelle Deep Work. Et un livre qui s'appelle Les 5 questions fondamentales du management. Quoi ? De Peter Drucker, celui qui a inventé le management par objectif. Okay. Donc voilà, ouais, vous inquiétez pas, je vais pas vous embarquer dans les trucs de management, mais je trouvais pertinent le parallèle. Parce qu'après tout, c'est se manager soi-même que d'arriver à tenir toute une année sur un roman, ou voilà, en se disant tiens, je vais écrire tant de nouvelles par mois ou des choses comme ça. Quelque part, on se manage soi-même. Donc je trouvais ça pertinent de mettre des questions de management. Oh oui, c'est clair, il peut y avoir des bonnes idées à prendre, effectivement. Bon, écrire c'est cool, c'est vrai, mais hélas, on fait souvent ça entre deux choses à faire, à la volée, ou alors on a un gain d'enthousiasme au début et puis après on s'essouffle. Alors comment faire pour rester régulier et concentré sans toutefois s'imposer des contraintes folles ? L'objectif de cet épisode, c'est de répondre à cette question. Et nous allons commencer par quelques conseils de grands auteurs, puis nous élargirons à nos propres façons de faire, en vous explicitant où nous avons pu trouver toutes ces astuces. Et j'en donne déjà une, c'est l'excellent livre donc, de Cal Newport, il s'appelle Deep Work. Cal Newport est un professeur d'université et il est vraiment passionné par l'excellence, enfin ça c'est moi qui le dis, mais quand je vois sa bio et les différents livres qu'il a écrits, le premier livre qu'il a écrit avant Deep Work, c'est So Good They Can't Ignore You. Pardon pour l'accent. C'était pour que ce soit bien compréhensible. En gros, tellement bon qu'ils pourront pas vous ignorer. Donc, je pense que c'est quelqu'un, c'est un prof d'université. Et je pense qu'il motive ses élèves et tout. On le sent. Enfin, moi, je l'ai senti en tout cas passionné par l'excellence. Donc je pense qu'il a plein de bons conseils à nous donner dans son livre sur la concentration. Et pour ce monsieur, la concentration c'est quelque chose de palpable, de mesurable. C'est pas quelque chose de un peu volatile. C'est la première partie du livre en tout cas qui nous apprend que la concentration elle est mesurable, elle est rare. Le deep flow comme il dit, donc on peut dire concentration profonde, est rare, l'état d'être dans une concentration comme ça profonde, c'est rare, mais surtout il nous dit aussi que c'est intentionnel, donc c'est rare mais ce n'est pas le fruit du hasard, et ça c'est bon de le savoir parce que sinon on ferait cet épisode pour rien. Donc bref, on reviendra sûrement sur ce livre plus tard, mais d'ores et déjà il est bon d'expliciter que la concentration ça se travaille.
Ah oui, bah oui, j'ai pas envie de faire un épisode pour rien, moi j'ai envie de donner des vraies astuces. Donc c'est déjà bien de le savoir en introduction, c'est cool. Et bah oui, bah, pour histoire de donner des astuces de gens qui ont du vécu et qui sont un petit peu des références dans le domaine de l'écriture, je suis allée chercher du côté des auteurs célèbres, Hmm. savoir ce qu'ils avaient dit ou écrit sur la façon dont ils arrivaient à se concentrer pour écrire tous les livres qu'ils ont écrits jusque-là. Et pas que des livres, parce que je parle aussi d'un réalisateur. Enfin bon, j'entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc mon premier auteur, c'est Stephen King, comme on disait tout à l'heure, qui a écrit le livre Écriture, mémoire d'un métier, qui est à la fois un livre biographique, où il retrace un peu son parcours, la façon dont il est devenu écrivain, ce qui l'a motivé Hmm. à se pencher sur cette passion de l'écriture et à en faire son métier, et ses astuces pour que des écrivains qui deviennent de meilleurs écrivains par faire sa plume, Hmm. essayer de trouver des petites techniques comme ça pour faire au mieux. Ah, donc c'est un bouquin qu'il a écrit pour, pour ceux qui sont fans de lui, parce que bon, ça existe aussi, Oui, et pour les écrivains du coup plutôt, enfin pour c'est les ça, écrivains en herbe, d'accord. exactement. Je pense Où que les finalement deux, ouais, il ouais. raconte son parcours et en même temps en gros il explique, ouais c'est ça, il donne des arguments et l'exemple c'est sa réussite à lui quoi. Oui, entre autres, voilà. Hmm. T'as vraiment une partie du bouquin qui est concentrée qui est très très biographique, et une autre D'accord, partie qui est un peu plus technique. Donc je pense que vraiment il y a deux lectures possibles et que les fans, aussi bien que les amateurs d'écriture, peuvent y trouver leur compte, quoi. ok. Et donc il y a un conseil qui est un de mes préférés, euh, qui donne dans son livre, qui est d'écrire la porte fermée. Et cette histoire d'écrire la porte fermée, il y a deux significations. Première signification, ça consiste à d'abord écrire pour vous. D'écrire le premier jet comme il vous vient, avec les mots qui vous viennent, sans chercher à trop penser. Essayez d'abord de vous raconter une histoire à vous-même, sans trop s'occuper des détails et des tournures de phrases. Hmm, ok. Donc vraiment rester fermé sur soi finalement. Le fond quoi, travailler le Le fond. fond, ouais, ce qu'on a dans la Sortir tête. tout ce qu'on a. Voilà, Ouais. exactement, sans se poser trop de questions. Donc ça, c'est la première signification, mais ce qui va m'intéresser pour notre histoire de concentration, c'est la deuxième signification, qui est d'écrire la porte fermée, mais au sens littéral. C'est-à-dire d'écrire dans un lieu avec une porte que l'on peut fermer. Et là, c'est vraiment ce que Stephen King recommande et ce qu'il pratique lui-même. Il a un bureau où il rentre le matin et il n'en sort pas tant qu'il n'a pas fini d'écrire son quota, le quota qui s'est fixé pour la journée, en fait. Et la porte fermée, ça sert à se couper du monde extérieur pour être pleinement concentré sur sa tâche. C'est-à-dire qu'on bannit tout ce qui pourrait constituer une source de distraction, et on se fixe un objectif quotidien en s'interdisant d'ouvrir la porte tant qu'il n'a pas été atteint. Ah ouais, ouais, c'est vrai que C'est j'avais hard. entendu dire, ouais, j'avais entendu dire que lui il était comme ça, ouais. Mm, Il avait un tas de mots à écrire par jour, un ouais, quota, et tant qu'il l'avait pas fini, bah, il continuait. Il faisait rien exactement. d'autre jusqu'à ce qu'il y arrive C'est à ça. ce quota. Ouais, ok, ouais, c'est une forme de, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. C'est un Oui, peu, c'est vrai. Et il le dit lui-même, comme tu dis, il a un quota, mais parfois il va mettre 2 heures à arriver à son quota, et parfois il va y passer la journée, ça dépend des jours en fait. ouais, ok. Et c'est un livre qui a été écrit dans les années 90, à la fin des années 90. Donc à cette époque, il n'y avait pas de téléphone comme on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je Hmm, voulais rajouter une petite nuance à cette histoire ouais. d'écrire la porte fermée. Euh, Téléphone fermé. c'est ça, exactement. Ça consiste aussi à écrire avec son téléphone en silencieux, ou ma technique personnelle, c'est carrément de le mettre dans une autre pièce. Ça m'évite d'avoir la tentation de le prendre toutes les 2 minutes. Enfin, même s'il est en silencieux, Hmm, j'ai cette faculté à essayer de voir si j'ai pas une notification qui est apparue ou quoi. Donc je le mets carrément dans une autre pièce. Et ouais, c'est le fléau, les notifications en fait. Parce qu'à chaque fois que vous allez regarder votre téléphone pour regarder une notification qui vient de sonner ou quoi, vous interrompez votre travail pour faire autre chose. Et d'après une étude qui a été réalisée par une chercheuse américaine qui s'appelle Gloria Mark, euh, le cerveau a besoin de 20 minutes pour se reconcentrer à chaque fois qu'il a été interrompu. hmm. Donc en gros, vous pensez prendre 5 minutes pour parcourir les notifications sur votre téléphone, mais en réalité, vous en perdez 25. Et 25 minutes, c'est beaucoup, surtout si vous avez un temps limité pour écrire, parce que contrairement à Stephen King, bah, c'est pas votre métier, vous avez certainement une autre activité à côté, quoi.
Ouais, bah ça, ouais, bon, je vais me forcer pour pas réagir sur le management du coup. Mais effectivement, je l'avais aussi étudié, puisque effectivement, quand on est manager et qu'on est interrompu 5 minutes toutes les demi-heures, en fait, ben en fait, on n'est jamais concentré. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Parce que tu t'es dans ta tâche, on te dit un truc vite fait ou t'as le téléphone qui sonne, et en fait, bah, pour te remettre à fond vraiment dans la tâche que tu es en train de faire, ben, ça te prend 20 minutes. Donc si tu es dérangé toutes les demi-heures, bah, t'avances pas vite. T'avances pas vite Exactement. et après à la fin de la journée, tu as l'impression que t'as rien fait alors qu'en fait tu as fait plein de choses, mais elles n'étaient pas forcément palpables. Mais bon, bref. Mais par contre, je vais réagir sur les réseaux sociaux. Parce que dans le livre Deep Work, il en parle aussi. Il y a même un chapitre qui s'appelle Quit Social Media, donc quitter carrément tous les réseaux sociaux. C'est un peu la méthode un peu drastique, mais il explique que dans le livre, bah, voilà ce que tu viens de dire en fait. Et clairement, moi, je l'ai fait pour d'autres raisons que la simple concentration, mais je vais clairement beaucoup mieux. Depuis que je passe, aujourd'hui je dois passer 5 minutes sur Facebook, hein, j'ai pas supprimé mon compte. Je dois passer 5 minutes par jour, c'est essentiellement pour les amis. J'ai pas d'autres réseaux sociaux pour l'instant enfin réseau social que celui-là. Donc je regarde un peu ce que font mes amis en gros, et j'ai deux trois pages sur Star Wars et enfin deux, trois trucs, voilà, deux trois conneries quoi, mais ça me prend pas plus de 5 minutes en fait. Donc du coup, j'ai pas de tentation, j'ai pas de notification. En plus, depuis notre voyage en Islande, on voulait vraiment se couper, donc on a enlevé les notifications de notre téléphone et on les a pas remises. Du coup, bah, alors le problème c'est que des fois on peut rater, on a les appels quoi, donc on peut toujours nous appeler. Mais après, c'est nous qui décidons quand c'est qu'on va regarder les SMS, quand c'est qu'on va regarder WhatsApp ou Messenger, etc. quoi. Mais je trouve que le problème du smartphone aujourd'hui, c'est qu'on nous fait croire qu'être joignable tout le temps, c'est génial. Ouais, j'ai l'impression, nous, qu'on nous a vendu les smartphones comme ça. Les téléphones portables au début et puis après les smartphones avec Google, du coup t'as un souci et tout, tac, t'as une question, tac, tu sors Google. En plus avec les emails, c'est instantané maintenant, donc les informations sont instantanées. Enfin, franchement, en gros aujourd'hui, je me demande vraiment quand c'est qu'on peut prendre le temps de regarder les étoiles, si je devais le dire de manière Ah poétique, tu vois. oui. Mais en gros, de penser en fait, tout simplement, tu vois. Euh, L'ennui, ben on va en parler de l'ennui tout à l'heure, mais voilà, c'est quelque chose d'essentiel en fait pour déstresser. Oui, Bon, enfin je bref. suis d'accord. Donc la concentration, ça se travaille. Et donc ça veut dire apprendre à ne pas passer sur une autre activité toutes les 2 secondes. Voilà, C'est c'est aussi le ça. problème des réseaux sociaux, c'est que on switch vite d'une activité à l'autre. Euh, mais que ce soit sur le téléphone ou dans la vie quotidienne, hein. C'est-à-dire je vais faire à manger, bah, je le lance dans la poêle, je fais chauffer l'eau et hop, tout de suite je vais prendre mon téléphone pour voir si vite fait il n'y a pas un truc. Parce que juste attendre que ça cuise ou enfin juste attendre que ça chauffe, bah, c'est chiant. Donc du coup, bah, tu vois, donc du coup je vais faire autre chose. Et 2 secondes quoi, stop, stop, arrêtez, arrêtez de tirer le portable à tout bout de champ. Enfin voilà, tu vois, c'est l'occasion de, je sais pas, faire autre chose que de sortir son portable, tu vois. Bref, tout ça, ça se travaille et on est là pour en parler dans cet épisode. Exactement. Et juste pour terminer sur cette histoire de Stephen King, c'est Écriture mémoire d'un métier, c'est vraiment un livre que je recommande à tous les auteurs qui nous écoutent. Il y a plein de conseils à l'intérieur. Alors, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. J'ai eu différents retours à ce sujet. Mais dans tous les cas, il y a plein d'astuces qu'on peut trouver et qu'on peut réinterpréter pour se les accaparer. Et il y a plein d'éléments de réflexion qui sont utiles, je trouve, pour aider à mieux écrire. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps de le lire, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un article invité sur le site d'Olivier Roland. Et j'ai fait un résumé très détaillé de ce livre-là, donc je mettrai le lien dans la description. Oui, 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 je me rappelle, je l'ai lu. Je l'ai lu. C'est vrai, tu l'as lu? Ouais, 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 je l'ai lu, mais il y a un moment. Enfin, il y a un Oui. moment, je sais pas. Non,
2 mois peut-être, non? Ouais, Ou c'est ça, il est plus? sorti Un, il y a un deux truc comme mois. ça, non? Ouais, Mm, ouais, ouais, mm. ouais, je me rappelle, bah, sur le site d'Olivier Roland, c'est quand même pas mal, hein, parce Oui, que c'est. c'est, Je suis ouais, contente. ouais, ouais, il a fait un beau best-seller, non, non, il est toujours très actif. Ok, Oui, bah c'est cool, vrai. super, Voilà. super. Donc mon auteur suivant, c'est Bernard Werber. On vient en hexagone, qui préconise, lui, ou c'est pas tellement qu'il préconise, mais c'est ce qu'il fait en tout cas, il écrit en musique. C'est vrai que j'ai lu plusieurs livres de Bernard Werber, particulièrement quand j'étais plus jeune, Ouais. et à la fin de ses ouvrages, tu as toujours une liste des musiques qu'il a écoutées pendant l'écriture des romans en fait. Ah, c'est marrant ça. Ouais, et j'adore parce que ça te donne une ambiance en fait. Si t'es un peu curieux de voir un petit peu ce qu'il a inspiré ou ce avec Hein. quoi il a travaillé, c'est assez rigolo. Et, et la musique peut être un outil de concentration pour lui, aussi bien qu'un outil pour stimuler l'imagination en fait. Par contre, c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui ont besoin de musique pour écrire, alors que d'autres préfèrent le silence. Quoi. Je sais pas ce que tu préfères en ce qui te concerne. Moi, c'est absolu, c'est le silence. Ah, d'accord. Il n'y a pas de ouais, ça dépend. Non, non, c'est le silence. Moi, je ne peux pas. S'il y a du bruit, s'il y a de la musique, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est Ah vraiment foutu oui. pour moi. C'est foutu pour moi. Ouais. Ceci dit, après, dans le livre Deep Work, il en parle pas trop, ou alors je suis passé à côté, mais parce qu'en plus, je l'ai lu en anglais. Enfin, c'est possible que je sois passé à côté de 2 ou 3 informations, du coup. Mais je crois qu'il n'en parle pas. Mais donc, j'imagine que c'est un peu comme on le sent. Hmm. Oui, ça dépend vraiment des préférences personnelles, j'imagine. Donc toi, vraiment silence absolu, Ah ouais. pas de distraction d'aucun Ah ouais, ordre en non, non. fait. Ok. Du coup, Bernard Werber, il explique lui qu'il écoute surtout de la musique classique et du rock des années 70 quand il écrit. Et moi, par contre, je sais que j'aime aussi écrire en musique, mais je serais incapable de me concentrer avec une musique qui a trop de variations, qui est trop rythmée, où il y a des paroles à écouter. C'est ça qui me ferait sortir un petit peu de ma Ouais, phase de concentration, je pense. ouais, ouais. D'où la musique classique. Ça Bah, reste du coup. classique, je trouve que parfois t'as des thèmes en fait dans la musique classique Ouais. sur une même symphonie Hmm. donc tu peux sortir quand tu changes de thème, tu peux sortir une nouvelle émotion et moi ça me sortirait de ma concentration, tu vois. Ouais. Je Ouais, sais ouais, pas, ok. Ouais, ouais, tu peux avoir une envolée. c'est ça. Et non, non, moi j'étais en pleine écriture dramatique. Qu'est-ce que vous me foutez une envolée non. Je Ouais, suis ok, pas ouais, du je tout, peux ouais, voilà. comprendre. Du coup, moi j'ai une petite musique de prédilection que j'ai découvert quand elle est arrivée un petit peu à la mode. Ça s'appelle le lo-fi. Hmm. Euh, c'est un, c'est une musique un petit peu hip-hop, slow beat, c'est un son plutôt calme. Et j'ai lu plein d'articles sur les bienfaits de cette musique, sur la productivité en fait. Et c'est des articles qui expliquent que le lo-fi est devenu populaire avec la pandémie et les multiples confinements parce que les étudiants se sont mis à l'écouter en masse pour accroître leur concentration justement. Hmm. Ouais, c'est une musique le rythme est généralement très calme, les thèmes musicaux sont répétés en boucle. Et il y a des bruits familiers qui sont très doux, très, très relaxants. Et apparemment, ça permet de mettre le cerveau dans un état de relaxation. J'ai un article qui l'explique très bien, malheureusement c'est en anglais, donc tout le monde n'est peut-être pas l'anglais, mais je le mettrai quand même au cas où en Hmm. description. Et c'est peut-être que ça marche pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça fonctionne. Donc je voulais quand même en parler, au cas où il y aurait d'autres auditeurs que ça pourrait intéresser en fait. Ouais, cool, ok, ça peut être intéressant. J'irai voir quand même pour un peu savoir quel genre de musique c'est, ouais. Hmm. C'est sans parole, c'est vraiment. Enfin, ouais, c'est fait pour. C'est hyper relaxant, ouais, je trouve ça hyper tranquille. Enfin, voilà. Ok, Après, d'accord. si. Autre petite recommandation pour ceux qui sont vraiment pas du tout musique, mais qui ont peut-être besoin de bruit mais pas des bruits parasites, des bruits pour se concentrer en fait. J'ai trouvé cette astuce sur la chaîne YouTube de Pauline Lénaud, qui anime également un podcast marketing et entrepreneuriat intitulé Le Gratin. Et elle Hmm. disait que pour se concentrer, elle écoutait des bruits blancs. Les bruits blancs, c'est des fonds sonores qui ont des vertus apaisantes aussi, comme le bruit des vagues, le bruit de la pluie, du vent, d'une cascade, etc. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler, ouais, des bruits blancs. J'ai jamais essayé, ceci dit. Ouais, mais ouais, ouais, ok, ouais, c'est à quitte à mettre des écouteurs ou un casque sur les oreilles, peut-être autant qu'il y ait un bruit blanc dedans. Ok. En fait, je pense que c'est le côté répétitif, parce que moi, je sais que ce qui me pose problème quand j'écris en silence, c'est que
je sais pas si je suis misophone ou quoi, mais il n'y a pas de silence absolu. Et moi, tous les bruits qui vont varier, genre le train qui passe ou le voisin qui fait des travaux, enfin, c'est pas continu en fait, c'est pas répétitif, c'est Non, juste un ouais, ouais, truc tout à fait. ponctuel qui te sort de ta concentration. Mm. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un casque avec de la musique, pour pas entendre ces bruits parasites en fait. Alors que le bruit blanc, bah, ça va être encore répétitif, calmant, etc. Donc t'as pas de choses qui d'un seul coup va te sortir de ton état Ok. de productivité, quoi. Ouais. Ça Enfin, peut être intéressant aussi pour les gens qui ont personnellement, c'est... Ça peut être intéressant pour les gens qui ont des acouphènes aussi, Ah, qui veulent peut-être écrire dans le silence, mais tu sais que le silence, pour ceux qui ont des hmm, acouphènes, c'est pénible. bah oui. Donc, je sais pas si, par exemple, le bruit blanc pourrait un peu être un compromis Ah, je me suis entre pas posé la la musique, question. ouais, ouais, tu vois, à voir. Bah, et s'il À y a des voir. gens qui ont des acouphènes qui nous écoutent, testez les bruits blancs, on attend vos retours pour savoir. Voilà. Et le dernier auteur dont j'avais envie de parler, enfin c'est plus qu'un auteur, c'est un réalisateur. On en a parlé dans l'épisode 2 du podcast. C'est le réalisateur de Memories of Murder et de Parasite. Donc lui, son truc, c'est d'écrire dans un coffee shop. Alors Hmm. voilà, pas Porte besoin fermée. spécifiquement. Dans un Ouais, coffee shop, mais porte fermée. je dis pas que tout est cohérent, chacun sa façon d'écrire. Après, chacun trouvera ce qui lui correspond le plus, mais c'est l'inverse de Stephen King. Hein. Ouais, c'est Attention. vrai, ouais. Comme quoi, il n'y a pas une astuce qui Hmm. absolument, voilà, qui est Après, bon c'est pour tout peut-être le monde. des phases, hein. Faut peut-être aussi alterner Peut-être, en fonction de euh, ce qu'on en, a besoin. ouais, en fonction de ce que tu as besoin. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Il faut tout tester. Peut-être qu'on, Hmm. voilà, on se doute pas, mais. Et donc oui, je recommande pas spécifiquement d'aller que dans un coffee shop. Hein. Ça peut être une bibliothèque, un parc ou un espace de coworking. Mais ce que le réalisateur entend par là, c'est qu'il faut changer d'environnement pour travailler. Hmm. Éviter de rester chez soi, là on a vite tendance à procrastiner, à trouver autre chose à faire et à se laisser potentiellement déconcentrer par son entourage ou par des tâches du quotidien qui nous rappellent à l'ordre. Alors que si on va dans un autre endroit avec le but précis d'écrire, ben on fera que ça. Parce qu'on s'est dit qu'on le ferait. On y va pour ça, en fait. C'est Ouais, ça ouais, l'idée. bien sûr. Et puis voilà, on se dit, c'est le moment, quoi. Exactement. Ouais. Et Après, ouais. oui, Non, j'allais dire dans un vas-y. coffee shop, un petit café, petit fauteuil. Ah, tu dois être bien quand même, hein. Ah, Ah oui, c'est vrai. ouais, T'as tu une dois être bien quand même. ambiance. Ouais, 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 il y a une ouais. ambiance. Alors on peut se dire que ça peut être peut-être bruyant aussi parce qu'on n'est pas les seuls et il y a d'autres gens qui parlent. Mais c'est ça aussi que le réalisateur aime apparemment. Il l'a expliqué dans une interview que pour lui ça peut stimuler sa créativité parce que parfois il entend la conversation de personnes autour de lui. Et quand c'est intéressant, il aime bien écouter en fait. Parce Hmm. il se dit que peut-être qu'il y aura une idée à prendre dans ce qui est en train de se dire dans la conversation. Donc c'est voilà, il fait un peu son petit curieux. Mais c'est pour trouver des idées pour ces histoires, quoi. Ok, d'accord. Et ben pour re-aller dans le côté Stephen King, enfin c'est pas vraiment ça, mais du coup pour stimuler la créativité, Carl Newport, lui, dans Deep Work, il préconise plutôt de retrouver goût à l'ennui. Justement, on en parlait tout à l'heure. Et ben voilà, l'ennui peut stimuler du coup l'imagination et la créativité, selon lui. Ceci dit, après, philosophiquement, l'ennui, c'est très spécial, puisque dans ces moments-là, on souhaite que le temps en fait passe plus vite quand on s'ennuie. Donc, on souhaite se rapprocher de notre propre mort. Alors, bon, dit comme ça, c'est un peu glauque. Dit comme ça, c'est un peu glauque. Mais en gros, c'est un bon axe quand même pour étudier quelque part le sens de la vie. Bon, là, ça fait grande phrase comme ça, mais parce qu'on voit bien que assez naturellement, enfin instinctivement, quand on manque de sens, quand on s'ennuie donc, on se dirige vers la fin, tu vois. Quelque part, il y a, euh, enfin, si on arrête de réfléchir et de manière instinctive, tu vois, quand on meurt d'ennui, d'ailleurs, l'expression Ah mourir oui. d'ennui, quand on meurt d'ennui, tu vois, et que, en fait, pourtant on vit, tu vois, pourtant on vit, on Ouais. va être en bonne santé, enfin, il y a plein de raisons de se réjouir, on s'emmerde et on a envie que le temps passe plus vite, tu vois, on meurt d'ennui, Ouais. donc c'est vraiment dire quand même c'est presque comme si c'était inscrit au fond de nous, tu vois, qu'on a besoin de sens pour Ah oui. bien vivre, tu vois, parce que c'est instinctif, ça, l'ennui, tout le monde peut l'expérimenter.
Tout le monde peut l'expérimenter. Donc, ouais, l'ennui, philosophiquement, c'est sympa comme concept à étudier. Ouais, c'est pas mal. Enfin, peut-être qu'aussi ça pousse à une contemplation qui nous renvoie, enfin, à des réflexions sur notre propre finitude. Enfin, tu te dis, enfin, ouais, voilà. On est plus conscient de sa propre existence, peut-être, quand on s'ennuie. Et du coup, de la fin de cette existence, peut-être, je sais pas. Je n'ai pas lu. Suis-je moi aussi une pâte qui va cuire dans l'eau qui est en train de bouillir? Je retourne à ma cuisine. Ah, bah, décidément, t'as faim? Peut-être. D'accord. Et n'empêche, ouais, c'est un excellent conseil, l'ennui. Et je pense dans notre société, on en sous-estime les bienfaits parce que enfin, c'est vu comme une tare. On a tendance à nous pousser à être hyperactif, hyper productif. Et quand tu fais rien chez toi, bah, t'es vite enfin, voilà, catalogué de fainéant, quoi. Mm. Alors que, ouais, comme tu dis, quand on s'ennuie, on réfléchit, on se pose des questions sur soi, enfin, on imagine des choses, on imagine le monde à travers la pensée, on trouve de nouvelles idées sans le vouloir, et je pense que ça a des vertus sur la créativité. Enfin, moi, je sais que ça fonctionne très bien sur moi, et quand je m'ennuie ou que je prends le temps de rien faire, je me Mm. mets à imaginer des choses et qui pourraient donner lieu à des romans, en fait. J'écris peut-être pas toujours tout ce que j'imagine, Mm. mais parfois j'ai des idées. Je me dis, Ouais. ah, ça fera un bon livre. Mais ouais. Ouais, c'est un bon axe ou c'est un bon point de vue. C'est un bon. Ouais, ouais. Je pense. C'est lié aussi peut-être au. Tu sais, tout ce qui est stress et angoisse aussi, hein. Quand on est stressé, la créativité, elle est quand même paralysée. Il faut être détendu. Bon, après, on pourra faire un épisode spécial sur la créativité. Je crois qu'il y a tellement de trucs à dire Oui, c'est vrai, oui. pour favoriser la créativité. Euh, bon, ok. Donc j'aimerais quand même, après ces quelques conseils d'auteurs célèbres, bah, vous proposer un livre sur le management à la base, mais adapté, vous allez voir, vous inquiétez pas, à la bonne résolution de cette année, qui est d'écrire sérieusement tout au long de l'année. Et c'est le livre de Peter Drucker, ou du moins un rappel en français, parce que Peter Drucker, après, il a écrit plusieurs livres. C'est un Américain, et il a inventé le management par objectif. Alors, le management par objectif, on ne l'applique pas toujours comme ça dans les entreprises en France ou même partout, en fait. Mais bon, à la base, c'est très pertinent comme management. Aujourd'hui, quand on dit management par objectif, il y en a, par exemple, qui mettent des objectifs, je sais pas, chiffrés, par exemple. Tu me feras tant de chiffre d'affaires dans l'année. Ça, clairement, c'est pas du tout ce qui est décrit dans le management par objectif. Ça n'a rien à voir avec ça. Et pourtant, c'est un objectif de chiffre d'affaires. Bon, j'entends bien, mais c'était pas du tout la philosophie qu'il y avait derrière normalement. Ce management, il a été concomitant avec le management par délégation plus ou moins nazi, si je puis dire, de Reinhard Hahn. Alors j'étais tombé sur un super livre qui s'appelle Libre d'obéir, qui parle de management, hein, et du management, le nazi en fait, mais parce qu'en fait, c'est pas tellement le fait qu'il soit nazi, ça on s'en fout, c'est plutôt le fait qu'il y a eu, dans une époque qui est assez proche de la nôtre, une grande, comment dire, un pays en fait, hein, un empire quoi, qui s'est étalé très rapidement. Et donc, il a fallu se réorganiser en interne pour réussir à contrôler tous ces nouveaux territoires en fait. Voilà. Et c'est cette thématique-là en fait qui est intéressante, de se dire comment avec, en fait, mon territoire grandit plus vite que je ne peux former de gens ou que je ne peux avoir de moyens humains, puisque les hommes sont à la guerre en plus et tout, enfin il y a la guerre en plus en même temps. Donc c'était voilà, il y a des auteurs qui sont passionnés d'histoire et de management qui réfléchissent à ça, à comment les organisations se sont réorganisées. Et Reinhard Hahn, il a proposé une organisation possible qui a été retenue, c'était le management par délégation. Et qui est parfois pratiqué dans les entreprises sans qu'on s'en rende compte en fait. Mais enfin voilà, je suis en train de digresser sur le management, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que ils ont été concomitants, ils ont émergé en même temps,
et le management par objectif américain et le management par délégation plutôt nazi, et que l'issue de la guerre a fait que c'est plutôt le management par objectif qui l'a emporté de manière mondiale, hein, puisque maintenant il est pratiqué partout à travers le monde, et que ce n'est pas le management par délégation. Ceci dit, Reinhard Ohn n'a pas été condamné à mort ni rien, hein. Tous les nazis n'ont pas été condamnés à mort, donc il s'est reconverti, hein. Il s'est reconverti en professeur de management, et il a formé en tout 600 000 cadres, 700 000 je crois, parce qu'il y en a 100 000 qui ont été formés en ligne, mais 600 000 cadres en présentiel. Et je m'étais amusé à compter 600 000 cadres, faut pas que je dise de bêtises, mais il me semble que 600 000 cadres, si chaque cadre est responsable, admettons, tu vois, d'un service ou d'un organisme de 100 personnes, tu tombes à 60 millions. Tu tombes à 60 millions de personnes qui sont managées par ce management. Et c'est presque la population de la France, on va dire. Ouais, Allez, c'est ça, peut-être c'est ce que j'allais dire. la population adulte, peut-être de plus de 18 ans française, c'est possible. Donc, l'air de rien, 600 000 cadres, c'est beaucoup. Tu peux mettre au pli tout un pays avec 600 000 cadres. Donc, il a continué, voilà, et il enseignait son management par délégation, qui est en gros, si je devais caricaturer, tu as un objectif à accomplir, je te donne tous les moyens, enfin tu as carte blanche pour y arriver. En revanche, si ça marche pas, je te coupe la tête. La vache. Non, c'est un peu dur, mais en gros c'est de dire, voilà, tu as vraiment carte blanche. C'est-à-dire tu mets en place les procédures que tu veux, tu mets en place tous les contrôles ou pas que tu veux, tu délègues aux gens que tu veux. Enfin en gros, c'est un management qui est très permissif. En revanche, qui fait peser énormément de responsabilités sur le cadre. Enfin, sur le manager, du coup. Voilà. En gros, c'est ça. Le management par objectif, c'est un peu différent. Et il se résume en 5 questions. Donc, que je vous propose d'aborder et bien sûr, de les faire correspondre à l'écriture. Donc, la première question, c'est quelle est notre mission ? C'est la première question qu'on doit se poser, qu'une entreprise doit se poser. Quelle est notre mission, ou dans notre cas, quel est notre message ? Et ça, on en a déjà parlé dans l'épisode 5 sur Squid Game et les différentes satires. Hein, exactement. Voilà, on s'était appuyé sur le message. Du message. Ouais. Voilà, exactement. Donc du coup, je passe rapidement à la deuxième question. La deuxième question, c'est qui est notre client ? Et là, pareil. Pour qui écrivez-vous et qui va le lire ? Et ça aussi, on en a déjà parlé, il me semble, dans l'épisode de Noël, le 8. C'était l'épisode 8, l'épisode de Noël. Ouais. Et il y aura peut-être moyen de faire un jour un podcast où on parlera du lecteur idéal, qui est important pour écrire, je pense. Enfin bref. Ah, ok, ouais. d'accord. Un petit teasing. Ouais, teasing. Teasing pas du tout préparé, mais ok, pas de problème. Ok. Troisième question, à quoi le client accorde-t-il de la valeur ? Ou pour nous, hein, dans le public que vous visez quand vous écrivez, à quoi est-il sensible, ce public-là ? Est-ce qu'il est sensible à votre style d'écriture ? Est-ce qu'il est sensible aux péripéties qui vont se dérouler dans votre histoire ? Est-ce qu'il préfère les nouvelles rapides et faciles à lire ? Ou au contraire, est-ce qu'il préfère les grands romans avec même plusieurs tomes, etc. etc. en fait. À quoi votre public accorde-t-il de la valeur ? En gros, qu'est-ce qu'il attend d'un livre, en fait, le public que vous visez ? Et quand il le choisit, dans les rayons de la librairie, votre livre, il faut qu'il puisse, en un coup d'œil, refléter ce qu'attend ce genre de lecteur, bien sûr. Parce qu'après, il y a des lecteurs pour tout le monde, hein, ça n'est pas de problème. Donc ça, c'était la troisième question. Et la quatrième question, quels sont nos résultats ? Donc, ou pour nous, ce serait plutôt quels sont les retours des lecteurs, et je précise bien des lecteurs, parce qu'on a parlé dans l'épisode 7 de tester ses écrits, c'était auprès d'autres auteurs, et donc là je mets en garde, hein, il s'agit bien ici de tester ce que pense le client de votre livre, donc c'est-à-dire ce que pense le lecteur, hein, et bien sûr de le prendre en compte quand vous avez suffisamment de matière, parce que s'il y a une ou deux personnes
qui vous font des retours, comme par exemple papa, maman et voilà, je sais pas, frère et sœur. C'est pas forcément suffisant comme retour. Il faut quand même avoir un panel. Voilà, il faut au moins une petite dizaine de retours pour commencer à savoir s'il y a des thématiques, des arguments qui ressortent régulièrement. Voilà. Donc là, en tout cas, hein, ici. Il s'agit bien de regarder ce que pensent les lecteurs de votre livre. Et ce n'est pas ce qu'on avait parlé dans l'épisode 7, où il fallait, là, on était plutôt sur tester ses écrits et améliorer son style d'écriture, parce qu'entre auteurs, on peut se filer des astuces, on peut s'analyser, etc. Parce qu'on a quelque part le décor, on a l'envers du décor, on est dans les coulisses en fait. Donc entre nous, voilà, on connaît les choses. Alors que là, il s'agit bien de, sur scène, hein, vraiment, le lecteur, qu'est-ce qu'il pense de votre livre. Et la 5e et dernière question, c'est quel est notre plan? Et donc pour nous, avec tout le préalable des 4 questions précédentes, c'est l'heure maintenant de planifier votre semaine type pour pouvoir écrire régulièrement et avancer petit à petit tout au long de l'année. Voilà. Et donc je me propose pour ça de me plier moi-même à l'exercice. Sachant que mon job me prend environ 45 heures par semaine. Alors en janvier je change, mais grosso modo on est chaque fois sur le même volume d'heures, donc on est à peu près sur 45 heures par semaine. Donc on va voir tous ensemble si j'arrive à être régulier sur mon nouveau podcast, L'Alchimiste, qui met en aventure la philosophie. Voilà. Et si oui, si j'y arrive, je vous expliquerai ma routine un peu pour voir comment j'ai fait et quel plan j'ai imaginé pour l'année. Ah, ça, ce serait cool comme partage, effectivement. Ce serait bien pour s'inspirer. Et ouais, carrément, bonne idée. Donc, quand est-ce que sort L'Alchimiste? L'Alchimiste, bientôt. Bientôt. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et je crois que je vais rejoindre Instagram aussi. Mais parce que... parce que j'ai eu une... En fait, tu vois, bon, j'en suis pas à mon premier projet. Hein. J'ai déjà eu des projets, notamment sur le partage du management. Et d'ailleurs, petit à petit, je fais mon nid et je devrais sûrement devenir rapidement formateur en management d'ici peu. Et partager tout ça parce que la thématique me passionne. Voilà, j'en suis pas et je me suis à mon premier projet, donc je me suis déjà frotté aux réseaux sociaux, etc. C'est pas fait pour moi, je l'ai bien senti. Et quand j'ai imaginé le podcast de l'Alchimiste, je me suis dit, bon, il faut être lucide. Un podcast tout seul, aujourd'hui, ça ne prend pas. Enfin, c'est très difficile de le partager. Donc j'ai bien conscience qu'il faut quand même que j'aille sur les réseaux sociaux. Seulement, en fait, j'attendais d'avoir quelque chose à dire. Tu vois, j'attendais de pouvoir venir compléter le podcast à travers Instagram, par exemple, avec des publications plus régulières, parce que podcast, ça prend du temps. Instagram, on peut faire des choses qui prennent peut-être moins de temps, qui sont plus instantanées. Mais j'attendais en fait quoi, tu vois, je voulais pas y aller pour y aller, en me disant il faut y aller, tu vois. Mais j'attendais de savoir quoi raconter, comment le faire et que je kiffe en fait. Tu vois, je me dis, si moi-même je kiffe pas ce que je fais, les gens vont pas kiffer non plus. Donc voilà, donc j'attendais et écoute, j'ai eu l'idée la dernière fois quand je promenais mes chiennes en forêt, tu vois, donc c'est là que j'ai eu l'idée, je me suis dit, ah ouais, mais je faisais ça quand j'étais ado, j'avais un personnage et tout, ah ouais, je vais le reprendre, donc, trop bien, ce sera un peu théâtralisé en même temps. Ouais, ce sera plutôt sous forme de BD, je pense, entre 1 et 4 cases, tu vois, qui raconteront rapidement une petite histoire, enfin voilà, un petit, tu vois, ce qu'on apprend aussi au théâtre impro, hein, c'est-à-dire début, conflit, résolution. Et voilà, tu vois, en quelques cases, en quelques mots. Et j'espère que ça fera sourire les gens. Enfin voilà, je vous en dirai plus quand je m'y mettrai sérieusement. Je prends mon temps, j'avoue. Il me faudra aussi, je pense, une tablette graphique. Donc si tu vois, j'attends vraiment de voir si vraiment je veux le faire. Voilà, parce qu'il faut investir quand même dans la tablette. Si j'estime qu'effectivement je veux vraiment y consacrer, après c'est rapide à faire, mais voilà, si vraiment je veux aller dans cet axe-là, j'investirai d'abord dans une tablette graphique. Voilà. Mais donc voilà, écoutez, on verra plus tard. On verra plus tard. En tout cas, ouais, hâte de découvrir. Bon, écoute, il est temps de conclure cet épisode peut-être. Exact. Alors, du coup, pour conclure ce podcast, qu'est-ce qu'on retient?
Alors, que pour la concentration, il faut se couper de toute distraction pour bien travailler. Ouais. Que l'ennui, ça peut être source de créativité ou une balade avec ses chiennes dans les bois aussi. Du coup, C'est vrai. Qu'avant de se lancer dans l'écriture, il faut se poser les bonnes questions et établir un plan d'action. ah ouais, ça ouais, carrément. Et qu'il faut se méfier dans les coffee shops, parce qu'il y a peut-être l'auteur d'un futur best-seller ou le réalisateur d'un film oscarisé qui est en train d'écouter et d'épier notre conversation. Référence à Bong Joon-ho. Ouais, tout à fait. Bon, ok, écoutez, merci à tous. Si cet épisode vous a plu, peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour nous soutenir. Eh bien, c'est simple, il y a 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de partager directement à un ami à vous cet épisode pour l'encourager à écrire. Si jamais il veut s'y mettre en 2022, c'est le moment. Et le second, c'est de partager sur vos réseaux sociaux ce podcast parce que vous avez bien compris que nous, les réseaux sociaux, il va falloir nous aider. Et le dernier moyen, c'est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter. Exactement. Et si vous voulez pas manquer les futurs épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra d'avoir une petite notification quand on sort un nouveau podcast, et on en sort un normalement tous les 15 jours. Tout à fait. Donc, désactivez vos notifications, mais pas celle-là. Mais pas celle-là, voilà. Exactement. Bon, merci Florence. Encore Merci, une fois, Bastien. c'était un vrai plaisir de faire ce podcast avec toi. Plaisir partagé. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.